Liège, sans aucun doute, c'est ce que tout le monde dit, mais je veux dire aussi, bénéficie d'une excellente situation géographique, renforcée par un nœud de transport assez exceptionnel. On vous parlera certainement du port, on vous parlera de l'aéroport, on vous parlera des carrefours autoroutiers. Donc, ce qui veut dire que l'accessibilité est aisée et que ça a été un atout pour un secteur qui s'est beaucoup développé sur Liège, c'est-à-dire le secteur du transport logistique. Quand un avion arrive à Liège Airport, beaucoup de ces camions partent vers l'Allemagne et c'est le meilleur point, si vous voulez, pratiquement pour atteindre les Pays-Bas, l'Allemagne. Même Paris, l'aéroport de Paris, a signé un accord avec l'aéroport de Liège, vu, je vais dire, son excellente situation géographique. Il en reste pas moins vrai qu'en Belgique, Liège est quand même un peu excentré, 100 km de Bruxelles, enfin 100 km de ce que c'est aujourd'hui. Alors, ça, je peux vous montrer avec deux documents. Le premier, je pense que vous connaissez, c'est la fameuse Madame Peu de Roger Poulet qui avait fait dans le côté des déserts, parce que Paris n'était pas dans l'axe majeur de le temps. Ça fait un choc pour les Parisiens. Et nous y étions. Voilà. Et donc, c'est une invention de ma part. J'ai travaillé avec la Chambre de commerce de Liège, on va créer le triangle de commandement européen. Le triangle de commandement européen, j'ai réuni les trois premiers, donc Paris et Berlin. J'ai pris ma règle et j'ai décidé, j'ai dit voilà, regardez, le triangle de commandement, nous sommes constants du triangle de commandement. Là, c'est extrêmement important, la situation géographique de Liège. Alors, aux traits généraux, un passé prestigieux. Bon, c'est un site qui est occupé depuis très très longtemps, depuis 5000 ans, et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a un très riche patrimoine. Toutes ces maisons, vous avez vu, il y en a pas mal qui sont classées. Effectivement, on a rien que la ville de Liège a 400 bâtiments classés. À elle seule, 10% des bâtiments classés de la région. Il y en a 3000 à protéger, mais le problème, c'est qu'on les protège qui payent. Voilà. Mais aussi, dans son passé, une industrie qui s'est développée assez tôt dans le continent, là c'est ça le continent européen, et qui bien sûr s'est développée sur les secteurs traditionnels des plus bien aussi. Qui était l'industrie lourde, principalement la sidérurgie. Et la sidérurgie a vraiment marqué le territoire. La sidérurgie s'est implantée dans la vallée, principalement à l'amont d'abord, et puis plus récemment, à partir des années 60, à la vallée. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, la sidérurgie s'est en partie retirée, on a pas mal de friches, que l'industrie lourde s'est aussi retirée, qu'il y a des pollutions notamment dans les sols qui posent quelques problèmes. Mais je pense que, moi je ne suis pas liégeoise d'origine, mais je sens quand même que le passé prestigieux de Liège, c'est à la fois une force, c'est aussi une faiblesse. C'est une faiblesse parce que Liège se réfugie dans son passé. C'est les principaux indépendants qui travaillent les autres disent que les gens sont très tournés vers les mêmes, etc. Ils sont ouverts pour les mêmes. Donc je pense que ça c'est quand même une faiblesse. Et d'ailleurs, on est quand même très frappé de voir le nombre d'ouvrages qui sortent sur l'histoire de l'Europe. Ces ouvrages ont d'énormes succès pour le terminer dans lequel j'ai écrit la situation récente. Les historiens prennent toujours le géographe de service pour le présent. Alors, une vie culturelle très développée, ça me semble tout à fait frappant, par rapport à une ville de taille similaire en France, on a beaucoup plus d'équipements en matière de théâtre, en matière de conservatoire, en matière de jazz. On a de nombreux festivals, notamment un festival du film politique par exemple. On a de nombreuses expositions, de nombreuses conférences. Vraiment beaucoup plus que la taille de la ville ne le permet. Donc, ça, je pense que c'est un atout parce que c'est aussi pour les investisseurs. Alors, le site, dont Mademoiselle a parlé tantôt, c'est vraiment aussi un site très diversifié. Vous faites quelques kilomètres, vous changez carrément de paysage. On a une vallée principale, la Meuse, avec affluents, Lourdes, que ce soit la Vestre, etc. Donc, cette zone qui a été sinistrée par les inondations récentes. Et puis, vous avez des versants assez abrupts. La Meuse, c'est 60 mètres. Les premiers versants, on arrive à 120 mètres, et puis on monte vers les plateaux qui sont entre 200 et 230 mètres. Et l'organisation spatiale de la ville, elle est déterminée par ça, et notamment les transports en commun. Les transports en commun dont parlait tantôt, le tram, qui est limité à l'axe de la vallée. Pour le moment, tout le monde.
Alors, problème majeur de Liège, à mon sens, depuis quelques années, c'est une population en stagnation et en mutation. Le noyau central a perdu de la population. Ça, je crois que c'est souvent le cas dans un certain nombre de villes. Et les espaces urbanisés denses aussi. Et ils se sont alors, par contre, c'est développé la périphérie. Mais il n'en reste pas moins vrai que même si je prends l'arrondissement de Liège, la région urbaine de Liège, la population n'augmente guère. Donc on stagne, alors que la population belge augmente en général, et même la population wallonne. Voilà. Et alors, deuxième problème très grave, je me suis amusé, c'est malheureusement pas amusant, chaque année de calculer le revenu moyen du Liégeois par rapport au revenu moyen de la Wallonie ou le revenu moyen de Liège, et j'ai vu la lampe descendre aux enfers. Je peux vous dire que sous toute ma carrière, j'ai vu le processus. On a été à un moment, on était à 115, 120 euros à la régie. On a descendu à 85, 90, on a un petit peu. Donc, c'est vrai que la richesse d'une population, la richesse moyenne d'une population, fait quand même, je veux dire, quand même un facteur de développement que tout le monde vit. Liège a, de la sorte, un petit peu perdu de son importance au niveau régional, d'autant plus qu'elle n'a pas été choisie comme capitale de la Wallonie. C'est la mieux. Elle a aussi perdu un certain nombre de ces grandes entreprises qui avaient un pouvoir de décision sur Liège. Donc, il est certain qu'elle perd aussi chaque année un certain nombre de jeunes qui vont travailler ailleurs. Par exemple, l'Université de Liège est un très très grand fournisseur de main-d'œuvre au Grand-Duché de Luxembourg. Le nombre d'étudiants qui sont ce sont des choses bien comme et l'administration militaire, le nombre d'étudiants qui sont maintenant employés comme des gens de Luxembourg, c'est des mais aussi mais le Grand-Duché de Luxembourg est particulièrement notre marché de l'emploi. Et alors, comme dans toute région de tradition industrielle, il y a une dualisation de la population, des environnements riches et privés qui se concentrent dans certains quartiers et des pauvres qui restent dans d'autres quartiers. Donc là, c'est un descend aussi extrêmement important. Alors, tout ça est quand même fortement lié à la désindustrialisation, c'est-à-dire à un nombre de fermes. Donc, c'est très difficile de faire les calculs parce que les statistiques ont changé un peu de temps, etc. Bon, je vous les donne un peu à la bouche. J'avais fait tous les calculs pour l'article que j'ai fait dans le bouquin, donc je les ai pas refaits pour cet exposé, mais on est à peu près dans le même ordre de grandeur. On a perdu, donc de 61 à 2015, 110 000 emplois industriels. Ça nous prie à peut-être 110 000, mais c'est les 3 quarts des emplois. Les 3 quarts des emplois industriels. J'ai toujours une région qui a perdu les 3 quarts de ses emplois. Donc la récession, elle a commencé en 1947, mais de 1947 à 1961, on a déjà perdu des emplois, mais c'est très difficile de les calculer en raison des carences statistiques. 2 secteurs ont surtout été touchés. Les charbonnages, tous les charbonnages se sont fermés progressivement, ont été fermés progressivement, le dernier en 1981. Et plus important encore, la sidérurgie, 40 000 emplois en sidérurgie ont été perdus. Et beaucoup d'industries lourdes liées donc à la sidérurgie. Donc, nombreuses fermetures. Dans d'autres entreprises qui ont continué à vivre, les effectifs se sont réduits, notamment la grande usine fabrication d'armes de la FN. Voilà, donc le bilan est loin d'être fameux. Les conséquences, c'est bien sûr l'augmentation du chômage, l'augmentation de la pauvreté, les conflits sociaux, la multiplication des friches et la désarticulation des tissus, hein, parce que quand l'usine s'en va, qu'est-ce qui reste? Voilà. Et je pense, plus important encore, la crise de confiance. Moi, je crois beaucoup au facteur humain. La crise de confiance, les gens n'ont plus d'espoir. Quand on n'a plus d'espoir, ben, vous savez, on n'a pas, par exemple, pas envie d'entreprendre. On n'entreprend que si on a vraiment de l'espoir. Alors, vous me direz, c'est logique, c'est vrai, toutes nos sociétés se sont tertiarisées, les services ont remplacé l'industrie. À Liège, c'est à peu près un gain de 60 000 emplois pour la même période, donc on perd 110 000, on gagne 60 000. Et aujourd'hui, les emplois dans le secteur tertiaire au sens large représentent 80% des emplois de l'arrondissement. Alors, sans nier l'intérêt du tertiaire, je fais quand même quelques remarques.
Dans le tertiaire, il y a beaucoup plus d'emplois à temps partiel, en particulier dans un secteur qui est le commerce, par exemple. En plus, le tertiaire que nous avons à Liège, ce n'est pas un tertiaire des plus intéressants qui soit. Ce sont surtout des services aux personnes et pas des services aux entreprises. Les services aux entreprises, ils sont davantage sur Bruxelles. Alors, ils sont financés en grande partie par le secteur public. On a un secteur public extrêmement important. Ça veut dire que ces services, ils sont très dépendants des revenus des ménages. Si les ménages ont moins de revenus, ben, ils diminuent en importance. Et ils sont aussi très dépendants des moyens publics. En plus, c'est opérer un autre changement. Je l'en avais parlé avec l'ancien gouverneur en lui disant « Attention, c'est un problème vraiment majeur ». C'est qu'un certain nombre de sociétés de services qui avaient un siège social sur Liège ont carrément fermé leur siège social et sont allés s'installer à Bruxelles ou à Namur. C'est le cas notamment dans le domaine des banques, de la publicité, des assurances, etc. Alors, c'est quoi le tertiaire aujourd'hui? Avec mes étudiants, on fait toujours l'exercice. Trouvez-moi les emplois dans le tertiaire, ils n'y arrivaient jamais, parce que c'est beaucoup plus difficile à identifier que l'industrie. La santé et l'action sociale, 32 000 emplois. On a un très gros pôle de santé, je ne parlerai pas des hôpitaux, mais on a un très très grand pôle de santé. L'enseignement, il y a 100 000 étudiants élèves à Liège, dont plus de 40 000 dans le supérieur. Ça fait 23 000 emplois, mais il y a aussi des gros pôles d'enseignement dans les communes proches comme Herstal et Serein. L'administration publique de toute nature, depuis le niveau local jusqu'au niveau régional, 23 000 emplois. La fonction commerciale, qui est une fonction privée, bien entendu, avec un certain nombre d'indépendants, puis les emplois dans la culture, les sports, etc., pour lesquels on ne sait pas identifier parce qu'il n'y a pas de rubrique dans les statistiques. Voilà. Donc voilà dans quelle région vous vous trouvez. Que peut-on faire? Qu'a-t-on fait? Et que pourrait-on encore faire? Parce que ça, c'est la vraie question. Alors, moi, j'adore le mot redéploiement. Ce mot, on ne l'a pas employé au départ, on ne l'employait pas. On disait reconversion. C'était idiot de dire reconversion, parce que reconversion, ça voulait dire je reconvertis en quelque chose qui existe déjà. Mais on a cru ça pendant très longtemps, qu'on allait refaire une base industrielle sidérurgique sur Liège. Non, il fallait tourner la page. On va voir que ça va être ça qui va être très difficile. Et c'est vrai de redéploiement qu'il s'agit. Mais ce fut lent, tardif, difficile. Pourquoi? J'identifie 5 facteurs majeurs. Plusieurs crises se sont succédées. La première crise, c'est celle du charbon. Puis ça a été celle de la sidérurgie, puis du reste de l'industrie lourde. Et on était à peine sorti d'une crise qu'on rentrait dans une autre crise. Bon. Les Liégeois ont mis pratiquement 30 ans pour se dire la sidérurgie, c'est fini. Ils ne voulaient pas, si vous voulez, l'admettre, pensant qu'on pouvait toujours relancer une nouvelle sidérurgie avec de nouveaux procédés, etc. Il faut savoir que si vous avez étudié un petit peu la géographie économique ou les sciences économiques, il y a ce qu'on appelle des industries motrices, des industries qui induisent ce développement. Et la sidérurgie, c'est le prototype de l'industrie. Parce qu'à l'aval de la sidérurgie, il y a énormément d'entreprises, et beaucoup d'entreprises qui travaillent avec la sidérurgie. Et en 1975, une étude a été faite et montrait qu'à l'époque, il y avait un Liégeois sur 5 qui vivait de la sidérurgie. Et dans certaines communes, c'était 3 sur 5. À Serein, c'était 3 sur 5. Parce que même le médecin ou l'institutrice vivait de la sidérurgie. Donc, vous comprenez bien que faire son deuil de ça, c'est extrêmement difficile. Alors, on a fait des plans. Alors là, on est vraiment des champions de plans. On a fait des plans. Tous les gouverneurs, les bourgmestres, tout le monde s'y est mis, les universitaires, etc. Bon, plans plus ou moins intéressants. Un jour, il faudrait peut-être faire la critique de tous ces plans. Mais ils n'étaient rarement suivis d'action. Alors, pendant très longtemps aussi, la principale opérateur, qui est l'ASPI, a mis, comme toutes les autres intercommunales de développement, a mis tous ses œufs dans les investissements étrangers. On imaginait dans les années 60, partout en Belgique d'ailleurs, mais principalement en Wallonie, qu'on allait reconvertir la base industrielle de la Wallonie sur base d'investissements qui viendraient des États-Unis, de France, d'Allemagne et d'ailleurs. Bon, ça a réussi en partie, un peu, mais pas suffisamment. Et finalement, surtout à l'époque, je parle de l'époque, à la première, les acteurs se concertaient peu, chacun faisait un peu ce qu'il pouvait dans leur coin. Alors, il n'y avait pas un vrai secteur décisionnel, ni politique, ni économique. Voilà. Mais quand j'ai fait partie d'un groupe qui avait été créé par Philippe Aïdallo de Paris,
qui réunissait tous les chercheurs qui travaillaient sur les régions de tradition industrielle, RETI, comme on dit en Europe. Et quand on a confronté nos données, les Anglais, les Allemands, les Français, etc., on s'est aperçu qu'il y avait un peu les mêmes problèmes partout, bien que je pourrais vous expliquer qu'il y a 3 types de RETI, mais enfin, c'est une autre histoire. Alors, qui intervenait à l'époque? Principal intervenant, c'est l'ASPI, la Société provinciale d'industrialisation. C'est une intercommunale de développement qui a été créée en vertu d'une loi de l'époque. Et son rôle, c'était l'expansion économique. Et principalement d'accueillir des entreprises qui voulaient s'implanter à Liège. Et l'outil qu'on utilisait par excellence, ce sont les parcs d'activités. Et l'ASPI, donc, a aménagé toute une série de parcs d'activités. Je ne sais pas si vous irez aux Hauts-Sarts. Les Hauts-Sarts, c'est le plus grand parc industriel de la Wallonie. Plus récemment, l'ASPI a aménagé des bâtiments, mais dans un premier temps, ce n'était que des terrains. Donc elle offrait à des prix intéressants et elle accompagnait donc les investisseurs. Mais finalement, quand on fait des bilans, j'ai fait le bilan pour le 30e anniversaire de l'ASPI, pour la 40e anniversaire de l'ASPI, enfin ils m'ont demandé chaque fois de faire des bilans, on s'aperçoit que dans les parcs de l'ASPI, il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas des sociétés étrangères, qui sont des sociétés liégeoises, qui se sont transférées dans les parcs pour pouvoir mieux développer leurs activités. Donc, les parcs n'ont pas accueilli nécessairement des entreprises nouvelles, mais des entreprises existantes, qui, bien sûr, ont pu maintenir leur emploi et parfois le développer. Deuxième acteur de l'époque, l'université. L'Université de Liège a une forte tradition de lien avec le monde industriel, en particulier via sa faculté des sciences appliquées, les ingénieurs. Et donc, ces ingénieurs étaient vraiment très liés, leurs étudiants aussi faisaient des stages, allaient travailler dans les entreprises, etc. Et dès 1972, l'université a décidé de partager ses équipements un peu remarquables qu'elle avait, un cyclotron, un bassin de carène pour faire des essais en matière de navigation. Et en 1989, l'ancien recteur Willy Legros a créé l'interface avec l'Union wallonne des entreprises, qui était un lieu où on se faisait rencontrer des entreprises et des chercheurs qui essayaient de résoudre les problèmes des entreprises. Bon, donc ça, c'était l'université. Troisième acteur, la Socran. J'ai beaucoup travaillé avec la Socran. La Socran, c'était une société qui a été créée en 1984, qui soutenait la création et la croissance des jeunes entreprises, qui avait même une pépinière d'entreprises pour accueillir ces entreprises au Sartillement, donc dans le parc scientifique. Alors la Socran va faire beaucoup de travail et du bon travail dans les années 80-90. En 2006, elle va fusionner avec une autre société qui faisait un peu la même chose, qui est SEED. Donc elle est devenue SEED Socran. Et en 2019, elle a encore changé de nom. Parce que je ne sais pas pourquoi on aime bien changer de nom à Liège. Alors, le dernier opérateur qui est apparu dans cette époque-là, avant 2000, si vous voulez, c'est Meuse-Invest. Meuse-Invest, c'est un fonds d'investissement local qui a été créé en 1985 et qui est spécialisé dans le financement des PME. Et ils ont financé un très grand nombre de sociétés, bon, 600, etc. Et aujourd'hui, il s'appelle Nochac. Voilà. Bien d'autres organismes, Serein, Herstal, etc. Je ne vais pas tous vous les citer. Et on voit alors, à la faveur de ces efforts, on voit émerger 2 secteurs. Je vais dire globalement ce qu'on appelle les nouvelles technologies, principalement sur le Sartillement, en lien presque toujours avec l'université. Et un secteur phare de l'université, à part la faculté de sciences appliquées, c'est le département d'astronomie de ma faculté, la faculté des sciences, le spatial, donc qui a vraiment, aujourd'hui, vraiment une réputation tout à fait internationale. L'informatique s'est développée, les secteurs vidéo, l'ingénierie des matériaux, et on commence à voir pointer la santé, mais encore très peu à ce moment-là. Et puis, également, un deuxième secteur apparaît, lié à l'excellente situation géographique, c'est le secteur du transport logistique, principalement lié au port et à l'aéroport. Et à l'aéroport, bon, il y a une zone qui est dédiée à la logistique qui a été créée, et l'aéroport arrivera aussi à attirer des grandes sociétés. Parfois, ce sont des déménagements d'ailleurs, comme TNT, qui va être repris par FedEx en 2018, mais d'autres sociétés flamandes ou belges, etc. Alors, donc ça, c'est pour les années, je vais dire, 70-2000. Alors, à partir de 2000, personnellement, moi, j'ai vu, comme j'ai été un témoin qui a accompagné tout le développement, si vous voulez, hein, à peu près, ça va un peu plus vite et ça va un peu mieux. Alors, pourquoi? Parce que
je crois qu'à partir de 2000, on se rend bien compte, la sidérurgie, il faut savoir tourner la page. Ça ne veut pas dire l'aval de la sidérurgie, mais la sidérurgie en tant que fabrication de la fonte et de l'acier. Mais on garde quand même un fleuron de cette sidérurgie, qui est une société qui appartenait au groupe et qui s'appelle CMI, Cockerill Mechanical Industry, donc qui fabrique des engins lourds. Parce que la sidérurgie servait notamment à fabriquer des wagons et toutes sortes de choses. Et cette société va être prise pratiquement par quelqu'un qui est un Français, pour le franc symbolique de l'époque, et va connaître un excellent développement. Et aujourd'hui, la direction a décidé de changer son nom et de l'appeler John Cockerill. John Cockerill, c'est celui qui a créé la sidérurgie à Liège. Alors, bon, quelques actions clés. Donc, deux hommes politiques liégeois de Seraing et de Liège vont sortir un rapport en 2003 qui va donner naissance à un schéma de développement de l'espace liégeois et en particulier de toute la zone de la vallée qui avait été touchée par l'industrialisation. En 2004, on crée le GRE, mais ça, Mme Tazio va vous en parler. Toutes les forces vives décident de s'unir dans le GRE pour coordonner justement ces outils économiques et fixer des grands axes d'action prioritaires, ce qui n'était pas fait jusqu'à l'époque. Jusqu'à l'époque, ça émergeait, si vous voulez. Puis la ville de Liège, pensant un moment avoir une grande exposition en 2017, a créé une démarche Liège 2017, qui est devenue après Liège Together. Et puis Liège Métropole, de nouveau, une autre structure de concertation. Donc on peut dire que la concertation s'est améliorée. D'autres facteurs facilitateurs, donc l'université qui monte en puissance, qui crée notamment, encore un de ses fleurons, c'est le GIGA. Le GIGA, c'est un groupe interdisciplinaire de génoprotéonique appliquée, 500 chercheurs qui viennent faire des thèses de doctorat de partout, réunion de la recherche fondamentale et la recherche appliquée. L'université s'implique beaucoup dans les pôles de compétitivité créés par la région wallonne. Elle contribue à créer le pôle métal, se disant, bien sûr, la sidérurgie c'est fini, mais le métal, c'est pas fini sur Liège, ce qui est absolument logique. Elle lance Liège Créative, donc un forum qui permet des rencontres, conférences. Elle lance un programme Reverse Métallurgie, notamment pour le recyclage, donc bien en avance un petit peu sur les autres. Et puis la dernière structure qui a été créée, c'est une structure qui permet la concertation dans le domaine de la santé. Alors viennent aussi, et ça je crois que c'est une chance, d'importants moyens financiers qui viennent de l'Europe via le fonds FEDER à partir de 2000, qui viennent de la Wallonie avec la création des pôles de compétitivité et d'autres outils wallons dont je pense on va vous parler. Donc la SOGEPA, on va vous dire que investi pour le redéploiement, c'est un fonds d'investissement, la SRIW, de nouveau un fonds d'investissement, mais alors pour les autres sociétés, et l'ASPA qui s'occupe de reconvertir les terrains, de les nettoyer, etc., de le mettre en état. Parmi les acteurs liégeois, le pôle transport et logistique, dont je fais toujours partie, a vraiment été aussi un acteur moteur pour le développement de la logistique. Technifutur, quelque chose qu'on nous envie souvent, qui a été créé en 1990 pour former les entreprises, les demandeurs d'emploi, les enseignants et les étudiants sur les techniques du futur. Et aussi le CIRIS, qui est un centre de soutien aux industries technologiques. D'importants investissements se passent, la gare, vous avez vu la nouvelle gare, dans le port, etc., l'aéroport, et la rénovation urbaine commence. C'est aussi un très bon signe, parce qu'en changeant l'espace, on change l'image que l'on a de cet espace, rénovation urbaine qui est particulièrement importante à Seraing, à Herstal et à Liège. Alors, on développe de nouveau pas mal de structures, un pôle image, on n'avait pas été très fort dans les images jusqu'à présent, un Up Media Image, des incubateurs pour aider les jeunes entreprises à se développer, des espaces de coworking, vous savez, qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, un district créatif liégeois également, et même alors 3000 m² de laboratoire que l'on peut utiliser dans des conditions qui sont tout à fait intéressantes. Alors, les secteurs qui en émergent, c'est maintenant le premier de tous, ce sont les biotechnologies, la biologie médicale. Donc, plus de 70 entreprises,
Nombreux spin-offs de l'université, mais aussi des firmes étrangères qui viennent s'implanter à Liège pour travailler avec des chercheurs liégeois ou travailler avec des firmes liégeoises. Bon, j'ai mis toute une série d'exemples, mais ça ne vous dit rien, mais ça va de la santé digestive, si vous voulez, à l'immuno-oncologie, ça va à la radiopharmacie, à la cardiologie interventionnelle, etc. Enfin, d'autres secteurs très, très pointus, bien entendu, du médical. Les sciences de l'ingénieur qui continuent à se développer, matériel de détection, par exemple, d'objets pour la sécurité, l'aéronautique, des produits respectueux d'environnement, enfin des systèmes de drones, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, etc. Et la consolidation du secteur logistique avec l'accueil de grands centres de distribution pour l'Europe. Moi, j'ai été visiter notamment un, qui est Skechers, qui est un grand fabricant de chaussures américaines, qui a construit à Liège 100 000 m² d'entrepôt pour distribuer toutes ces chaussures de sport sur toute l'Europe. Donc c'est quand même pas rien, mais les autres c'est aussi très bien, mais je ne les ai pas tous visités. Voilà. Une nouvelle polarité, on a aménagé entre la Meuse et le canal Albert le Trilogiport, donc ça veut dire un centre trimodal, le rail, l'eau et la route, sur 100 hectares, pour notamment accueillir des conteneurs qui viendraient d'Anvers et aussi se faire un centre de redistribution. J'ai dit pendant longtemps, ça ne sert à rien de dire qu'on a une belle situation géographique et regarder passer les bateaux et les trains. Il faut les arrêter et créer de la valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut faire. Et pour ce faire, il faut, c'est certain, avoir des outils. Alors, il y a tous les développements. Vous irez autour de l'aéroport. Vous allez aller à l'aéroport. Bon, c'est un peu malheureux parce que ça, c'est quand même très spectaculaire quand on pense qu'il y avait qu'un aéroport militaire au départ. Alors, parmi les choses relativement récentes, donc, en 2018, l'aéroport a signé un accord avec le bras logistique d'Alibaba, le grande maison d'e-commerce chinoise, qui a donc choisi Liège comme tête de pont pour l'Europe. L'année suivante, a signé un accord avec un groupe russe qui a aussi choisi Liège comme tête de pont. Et une concrétisation de tout ça, c'est que le 8 octobre dernier, donc il n'y a pas très longtemps, on a inauguré la première phase du hub européen de Alibaba, donc, qui a choisi donc Liège comme centre de distribution. Alors, on développe là des nouveaux projets immobiliers au sud et au nord notamment, et on a encore beaucoup de projets dans ces cartons, puisqu'il y a un master plan 2040 qui vise donc de coloniser 400 hectares. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que tout ça ne va pas être peut-être remis en cause par la recherche de la neutralité carbone? Parce que là, il y a vraiment une grosse interrogation au niveau de la logistique. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Et qu'est-ce que je dis généralement à tous ceux que je rencontre, etc. Que peut-on faire? Il faut poursuivre le développement économique en intensifiant, si vous voulez, ce qui marche, ce qui fonctionne, les pôles technologiques, le transport et la logistique, en essayant, ça va de soi, de réduire les rejets de CO2. Mais il ne faut pas abandonner des secteurs plus traditionnels, qui ont parfois des niches qui sont tout à fait intéressantes. Il faut valoriser ses atouts, c'est toujours la même chose, c'est pour tout le monde, on valorise ses atouts et on réduit ses faiblesses, ça c'est certain. La situation géographique, les infrastructures en service et accueil, la rénovation urbaine, la qualité de l'enseignement et de la recherche-développement. Je crois que tous les acteurs reconnaissent que la qualité de l'enseignement supérieur à Liège est certainement au-dessus de la normale. Ils se plaignent davantage de la formation des niveaux intermédiaires. Et le cadre de vie et la vie culturelle. Je crois que ça peut aussi attirer des investisseurs, comme je l'ai dit tantôt. Chercher à renforcer l'émergence d'un nouvel écosystème, véritablement faire en sorte que les gens aient la volonté d'apprendre et surtout d'entreprendre. Et ça, on voit quand même que la nouvelle génération d'étudiants est plutôt dans ces dispositions-là. Ils n'ont plus ce poids du passé qu'avait la génération précédente, etc. Et ils ont sans doute plus d'espoir. Je crois que l'entreprise, j'ai beaucoup travaillé sur la création d'entreprises avec la Socran et vraiment quels sont les facteurs qui font émerger les nouvelles entreprises. Et les acteurs publics et privés se concertent beaucoup plus que précédemment. OK. Alors, il faut poursuivre ces efforts, notamment en formant les moins qualifiés, parce que le chômage est principalement un chômage de peu qualifiés, comme toujours. L'apprentissage des langues. À Liège, vous comprenez bien, Carrefour, on est à
30 km des Pays-Bas, 60 km de l'Allemagne. Bon, et on est dans une Europe où on parle autant anglais que français. Donc, si vous ne connaissez pas le néerlandais, si vous ne connaissez pas l'allemand, si vous ne connaissez pas l'anglais, ben, vous êtes foutu et une entreprise ne va jamais vous engager. Donc, les langues, c'est tout à fait déterminant. L'innovation et la créativité, et ça commence par l'enseignement. C'est les profs qui doivent mettre les étudiants en situation de créativité. Moi, j'ai fait beaucoup de pédagogie aussi, j'ai fait beaucoup de choses, vous me direz, mais enfin, je me suis occupé notamment de la formation des nouveaux profs à l'université, créer, si vous voulez, donner aux étudiants la possibilité de créer, et pas seulement de recevoir un enseignement ex cathedra, ce que je fais pour le moment d'ailleurs. Faire place aux problèmes sociaux et sociétaux. Moi, la pauvreté, ça m'inquiète énormément, le chômage aussi. Les logements, certains logements sont de très mauvaise qualité. Et les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens trouvent difficilement des logements, sauf des taudis. Voilà. Une insécurité qui parfois est réelle, mais plus souvent perçue que réelle. Et des problèmes parfois de gouvernance. Il en reste encore aujourd'hui, malgré tout. Voilà. Troisième axe, poursuivre la requalification des territoires. Le vieux tissu reste déstructuré. Essayer que la population soit moins duale. Tenter également de ne pas trop affaiblir le noyau central. Ça, c'est un peu le problème du commerce. Le commerce a vidé en grande partie le centre pour aller s'installer dans pas mal de pôles périphériques et résoudre les problèmes de mobilité dont on parlait tantôt. Alors, on a tenté de le faire. En 1958, on avait un plan d'aménagement. Mais le seul document légal, c'est un plan de secteur en Belgique. C'est un plan qui réserve les affectations du sol. Et ce plan de secteur, il date de 1987, donc il est parfois un petit peu obsolète. Il y a le fameux schéma de développement de l'espace liégeois de 2004 que j'ai cité tantôt, et il y a un nouveau schéma de 2007 qui est sorti, qui a été présenté. Mais franchement, je ne vois pas encore beaucoup ces retombées. En effet, ce schéma, donc, il réunit toutes les communes de l'arrondissement. Il veut doter l'arrondissement d'un projet cohérent et d'une stratégie commune. Mais quand on regarde les 4 ambitions, on s'interroge quand même. Première ambition, bien sûr, développer du logement, c'est fondamental. J'ai toujours dit au bourgmestre de Liège, avec qui je m'entends très bien, bon, moi, ce serait bourgmestre, un de mes axes majeurs, c'est le logement. Le logement entre Liège-Centre, la première périphérie et la deuxième périphérie. Limiter le développement commercial en périphérie, pour ne pas tuer le centre, c'est certain. Recycler les friches, il propose 30 hectares par an, et puis il propose quelque chose qui ne fonctionne pas trop mal, une ceinture alimentaire liégeoise, circuit court, pour s'approvisionner. Mais c'est quand même, je pense, pas un peu faiblard, mais pas tout à fait ce que j'aurais espéré. Alors, pour ne pas conclure, je vais vous poser de nouveau, j'ai commencé par des questions, mais je vais vous reposer des questions. Voilà, dans un travail que j'ai présenté en 2007, j'ai identifié ce que j'appelle pour moi les nouveaux facteurs de développement territorial. Alors, je vous demande de les regarder et de me dire si vous pensez que Liège les a rencontrés. Le premier facteur, je vais commencer à 12 heures, hein, c'est l'innovation. Alors, l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est aussi sociale et culturelle. Hein. Donc, c'est pouvoir changer. 2, c'est la qualité du capital humain et la qualité de la formation. 3, c'est une offre immobilière et foncière diversifiée. 4, ce sont des services variés de qualité et des transports modernes. 5, c'est l'excellence du cadre de vie. 6, c'est avoir une identité. Il faut apparaître différent des autres, parce que si on est comme les autres, pourquoi est-ce qu'on vous choisirait, bien entendu. 7, avoir une gestion stratégique et développer des modes réels de gouvernance. Et 8, développer des réseaux, mais pas des réseaux de transport, des réseaux interpersonnels, interentreprises, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Alors, est-ce que vous voyez dans ces facteurs certains que nous avons rencontrés, que la région liégeoise a rencontrés, et d'autres qu'elle n'a pas encore rencontrés, à travers ce que je vous ai dit peut-être? Régulièrement dans la presse au sujet de Liège, et Liège est tantôt présentée comme une ville post-industrielle, entre guillemets, ou une ville avec une forte offre culturelle, comme vous l'avez évoqué au début de votre présentation. On a l'impression, en tant qu'étudiant, que cette identité
est en train d'être façonnée, mais qu'elle est encore incertaine et elle reste à définir. Et je pense qu'elle peut éventuellement, cette quête d'identité, elle peut éventuellement être couplée avec la notion d'excellence du cadre de vie, parce que je pense que c'est aussi un des leviers d'action pour donner une identité forte à Liège. C'est vrai que vous demandiez au début de votre présentation par quels éléments avaient pu être remarqués au cours de notre premier jour de visite. Pour ma part, je me suis rendue dans le centre de Liège hier soir et c'est vrai que j'ai été notamment frappée par le fait qu'il y avait très peu de commerces ouverts et de bouches par exemple, et que par rapport à la taille de la ville, c'était assez surprenant cette faible offre commerciale dans le centre même de la métropole. Donc c'est peut-être ça aussi qui permettra à Liège de se définir voilà, en ayant un positionnement un peu différenciant par rapport à d'autres villes qui sont aussi concernées par des questions de désindustrialisation. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y avait une très forte identité dans le passé. Il faut maintenant se construire une identité pour le futur. Et ça, c'est là toute la difficulté. Oui, enfin, je ne sais pas. Vous en avez déjà un peu parlé, mais moi, c'était le sujet du caractère transfrontalier. C'est vrai que je m'attendais avec du coup un point de vue qui était français à retrouver le caractère transfrontalier dans plusieurs présentations et aujourd'hui on voit qu'il fait partie du territoire mais qu'il n'est pas forcément mis en avant et c'est, enfin, je pensais que... Tout à fait d'accord. Je n'ai pas parlé de l'Eurégio Meusrin, donc c'est certain, dans lequel Liège fait partie, au même titre qu'une partie du Limbourg néerlandais et le Kreis d'Aix-la-Chapelle. Parce que je pense, c'est une réalité, il y a des échanges culturels, il y a des échanges entre les villes, etc. Il y a parfois des échanges de fonctionnaires, mais ça n'a malheureusement jamais été un moteur. Et la raison en est, j'ai fait la brochure pour l'Eurégio, j'ai mis autour d'un table tous les gens, etc. Chacun voulait bien sûr mettre en évidence ce qu'il avait et ce que, par rapport à ceux des autres. C'était extrêmement difficile de choisir les photos, mais la grosse difficulté, elle est linguistique. Vous comprenez? C'est très difficile de faire du transfrontalier quand il y a 3 langues, néerlandais, allemand et français. Rarement quelqu'un maîtrise les 3. Alors il y a une solution, on parle anglais. Et ça n'a jamais été choisi comme solution. C'est peut-être la solution qu'il fallait choisir. Voilà. Et alors, donc, la difficulté de se comprendre, parfois on est à 2, Liège est avec Maastricht, puis Maastricht est avec Aix-la-Chapelle, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment profité, on n'a pas suffisamment mis en valeur notre cadre transfrontalier. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Madame Mérène. Je propose qu'on applaudisse votre intervention, qui a été absolument passionnante et